Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Ça m'aidera beaucoup à faire connaître mon travail au plus grand nombre. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Géraldine Méry. Géraldine est comportementaliste canin, spécialisée en chien des rues et en troubles anxieux chez le chien. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours atypique de formation et ses voyages humanitaires à travers le monde, desquels elle n'est pas vraiment revenue seule. De son approche scientifique à ses propres recherches, en passant par son expérience de terrain, Géraldine nous partage tout ce qu'il faut savoir pour accueillir et prendre en charge les chiens des rues dans nos maisons. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Géraldine. Eh bien bonjour Géraldine. Bonjour, ça va ? Ça va bien, merci et toi ? Ouais, très très bien. Bon merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur La Niche. Avec plaisir. Merci pour ton invitation et ça me fait très plaisir d'être là avec toi. C'est cool. On va commencer par les présentations. Qui es-tu, Géraldine ? Alors, je suis Géraldine Méry, je suis comportementaliste. Je suis spécialiste du coup des chiens des rues et des troubles anxieux. Je suis actuellement basée en Bretagne, mais je fais pas mal de consultations en ligne aussi. Ça fait à peu près une 20aine d'années que je travaille avec les animaux. J'ai commencé dans la protection animale, en allant attraper des chats dans les rues de Paris. Ouais. Ça fait une 15aine d'années que je suis dans l'éducation canine et depuis 2015, je suis comportementaliste et je m'occupe principalement des chiens. Ok, ça marche. On va revenir sur ton parcours un peu plus tard. Je crois que tu as des chiens. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Oui, alors j'ai 5 chiens. Alors je vais te dire dans l'ordre du plus âgé au plus jeune. Donc j'ai Mina et Nymphy qui ont 14 ans, qui sont des chiennes qui viennent de Grèce. Titilina qui a environ 5 ans, qui est la dernière qui est arrivée dans la famille. Snowy qui a à peu près 3 ans. Et Aku, un bostron qui a 2 ans. Et j'ai aussi un chat de 20 ans. Ok, ça marche, mais une grande famille, c'est chouette. Oui. Oui. Alors avec les deux plus âgés, ça fait quand même un petit peu moins de boulot, mais c'est vrai que c'est du travail, c'est du boulot. Ouais, j'imagine. Du coup, je voulais revenir un peu sur ton expérience, toi, avec les chiens. Est-ce que tu en as toujours eu ou pas du tout ? Comment ça s'est fait pour toi ? Oui, moi j'en ai toujours eu. Dans ma famille, on a toujours eu des chiens, des chats, on a même eu d'autres animaux. Je crois qu'on a eu des tortues même à un moment, mais je me souviens pas très bien. Je pense qu'elles étaient pas gardées dans de très bonnes conditions malheureusement à l'époque. Mais oui, on a toujours eu des chiens dans ma famille. Ma mère et ma grand-mère sont des fanatiques de chiens. Donc quand j'étais petite, avec ma grand-mère, on allait dans les concours. Elle faisait des concours de beauté, donc en Angleterre. Donc des dog shows que j'aimais pas du tout d'ailleurs à l'époque. Ok. Et donc voilà, on a toujours aimé les animaux. Ma mère et ma grand-mère étaient un peu dans la protection animale, donc ils ont toujours fait partie de ma vie. Ok. Ouais, donc tu as toujours baigné là-dedans, dans cet univers-là. Donc j'imagine que ça a été un peu évident pour toi d'accueillir un chien quand tu as été adulte et en âge de décider de ça. Ouais, complètement. Ça s'est fait tout seul, hein, de toute manière. J'ai pas vraiment pris cette décision à un moment de me dire, allez, ça y est, je prends un chien, je prends mon propre chien. Je suis partie travailler en Grèce et je suis tombée sur 2 petits chiots qui étaient dans un buisson, qui étaient pas très en forme. Donc je les ai récupérés pour les soigner et je pensais à l'époque pouvoir les replacer. C'était des chiens, 2 petites chiennes, Mina et Nymphy, qui sont toujours là, qui ressemblaient un peu à des chiens de chasse, mais tu vois, elles étaient toutes minuscules comme ça. Elles devaient avoir 4-5 semaines. Donc, je savais pas trop ce que ça allait donner. Et donc, je les ai prises en me disant, bon, ça a l'air d'être des chiens de chasse. Je vais certainement pouvoir trouver un chasseur qui voudra bien les prendre.
tu parles en Grèce. Et donc voilà, en fait, c'est plutôt elles qui me sont tombées dessus et j'ai pas vraiment fait ce choix dans le sens où, tu sais, il y a des gens qui mûrissent vraiment cette décision, qui se disent, allez, ça y est, je vais prendre un chien, ça va être super, je vais faire ça, je vais prendre telle race. Il n'y a pas eu de réflexion comme ça, quoi. Ok, d'accord. Donc elles sont arrivées et puis hop, pouf, c'était là, quoi. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux... Donc tu nous as dit que tu les avais trouvées en Grèce. Ça me fait rebondir sur ton parcours. Du coup, tu as un parcours assez atypique, tant sur ta formation que ton parcours de vie. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors je suis partie en Grèce, donc c'était en 2008, et je suis partie en fait au départ dans le cadre d'un SVE, c'est un service volontaire européen. Je ne sais même pas si ça existe encore. Donc, en fait, c'est un projet européen qui permet à des jeunes de partir faire un projet généralement associatif dans un autre pays. Donc, je suis partie sur ce projet pendant 6 mois et je suis restée 2 ans au final. Après, j'ai travaillé pour l'association. Donc, c'était une association de protection de grands prédateurs, donc des ours et des loups. Et en fait, je suis arrivée sur le début d'un projet qui était de réduire le conflit entre l'homme et les grands carnivores en donnant des chiens de berger à des bergers pour protéger les troupeaux. Parce que là-bas, en fait, en Grèce, si ton troupeau se fait attaquer par des grands prédateurs, t'as pas de subvention. Donc, en fait, les bergers, ils sortent très vite le fusil et ils tirent sur les loups et les ours, parce que c'est principalement ces animaux-là qui attaquent les troupeaux. Donc, je suis arrivée sur ce projet qui était monté par une biologiste. Notre objectif, c'était de donner en fait des chiens de berger, des chiots à des bergers pour les protéger des troupeaux. Ça marchait super bien d'ailleurs. Donc voilà, je suis arrivée dans ce cadre-là. J'ai vécu là-bas 2 ans. J'étais dans un petit village. Alors quand je parle de Grèce, faut pas s'imaginer la Grèce de carte postale avec les petites maisons. Tu sais, les petites maisons blanches aux volets bleus, ça c'est les îles, c'est les Cyclades surtout. Moi j'étais dans le nord de la Grèce, en fait, dans les montagnes, donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'ours et de loups. C'est une région montagneuse assez sauvage, à la frontière de l'Albanie et de la Macédoine. Donc c'est ce qu'on appelle la Macédoine grecque. C'est une région qui est assez pauvre, qui est très traditionnelle. Ils parlent d'ailleurs une langue, il y a une sorte de patois, donc c'est une sorte de mélange de grec et de macédonien. C'est plus la culture balkanique, en fait. Donc, c'est une région pauvre et dans mon village, il y avait beaucoup de chiens errants, en fait. Donc, je me suis retrouvée dans un petit village de 3000 habitants et je pense qu'il y avait une population d'environ 100-150 chiens errants, peut-être. Ah ouais, ok. Voilà, en tout cas, je me suis retrouvée dans ce projet et c'est comme ça que j'ai débuté, on va dire, que j'ai découvert cette passion pour les chiens des rues. Ok. Du coup, là, à ce moment-là, donc on est en 2008, tu en es où par rapport à tes études ? J'avais pas avancé. En fait, si tu veux, moi, j'ai arrêté après le bac et je suis partie voyager. Donc, en 2008, j'avais 23 ans. D'accord, ok. Donc, je calcule. J'ai arrêté au bac pour aller voyager parce que c'était quelque chose dont j'avais vraiment envie. J'avais envie d'aller découvrir beaucoup de cultures. Donc, je suis partie au Népal, en Thaïlande. Je faisais des petits boulots à droite à gauche et donc je me suis retrouvée à 23 ans à me dire bon, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'aimerais avoir une expérience un petit peu plus stable, on va dire, et j'aimerais que ce soit en lien avec les animaux parce qu'à l'époque je faisais pas mal de bénévolat aussi et j'avais aussi découvert, on va dire, le monde de la protection animale depuis quelques années, et donc c'était quelque chose qui à l'époque me plaisait énormément. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce projet en Grèce. Ok, d'accord. Et du coup, donc, tu es restée 2 ans en Grèce. Tu as découvert les chiens des rues à ce moment-là. Et ensuite, à ton retour, qu'est-ce qui se passe ? Alors, à mon retour, c'était la grande question. En fait, en découvrant les chiens des rues, j'ai découvert un peu l'éthologie canine parce qu'en fait, je travaillais du coup avec des chiens de berger, donc des chiens de travail. Je travaillais aussi dans un sanctuaire pour loups, mais ça, c'était plus, on va dire, à temps partiel. Ça faisait partie de mes activités dans l'association, mais c'était pas mon projet principal. J'avais des chiens de famille chez moi et j'avais les chiens des rues qui vivaient tout autour de moi dans le village. Donc forcément, à un moment, je me suis posé des questions. Je me suis dit, c'est quand même, là, j'ai affaire à une espèce que je côtoie sous différentes coutures, on va dire. Comment je lis tout ça? J'avais du mal à comprendre parce que je voyais beaucoup autant, bien sûr, ils sont similaires, forcément, puisque c'est la même espèce, mais j'exclus les loups, bien sûr, là, mais les chiens des rues, les chiens de travail et les chiens de famille.
Mais j'avais du mal à lier tout ça. Donc, ça a éveillé un peu mon intérêt pour l'éthologie canine. Et à partir de là, en fait, je me suis un peu renseignée de savoir s'il y avait des formations, des choses comme ça. Et comme je suis d'origine anglaise, mon premier réflexe a été d'aller voir en Angleterre ce qui se faisait. J'ai même pas trop cherché, en fait, ce qui se faisait en France à l'époque. Et je suis tombée sur cette formation universitaire, donc ma première formation qui est Applied Animal Behavior and Training. Donc, c'est vraiment focalisé sur le comportement animal et l'entraînement. Tout de suite appelée, je suis tombée sur la directrice du cours et elle me dit « Ah bah oui, on commence en septembre, donc t'es la bienvenue ». Et donc, j'ai fait toutes les démarches pour m'inscrire à cette formation. Et donc, c'est rigolo parce que le premier truc que tu as regardé, du coup, en termes de formation, c'était plutôt à la fac. Ce qui, nous, en France, n'existe pas parce que clairement, tu peux pas franchement faire d'études universitaires en lien avec le domaine canin. Quasiment pas, en tout cas, à part peut-être en biologie ou des choses comme ça. Alors que c'est beaucoup plus répandu, a priori, en Angleterre, c'est ça ? Ah oui, en Angleterre, tu as beaucoup de formations et en plus, elles sont très spécialisées. Donc là, tu vois, j'ai fait ma première formation, c'était quand même très orienté sur l'entraînement. Tu peux te spécialiser, tu peux même faire ma deuxième formation qui était un bachelor's, qui est l'équivalent d'une licence à peu près. C'était spécifique, problème de comportement chez le chien. Donc c'est très, très, très spécifique, mais je pense que on a compris depuis un certain temps que c'était un domaine scientifique qui nécessitait quand même certaines connaissances. Hein. C'est de l'éthologie, c'est de la biologie, ça implique tout un tas de domaines. Hein. Et donc, les Anglais qui sont peut-être un peu en avance sur ça ont développé toutes ces formations universitaires. Ouais. Ok, donc du coup, tu as fait une première... C'est quoi, une licence, du coup ? C'est ça ? Tu avais 2 ans, puis une troisième année, c'est ça ? En fait, oui. Alors, je pense que ça reprend un peu le système qu'on avait avant, DUG, licence. Ouais. DU, licence, master. Voilà. Ouais. Donc là, la première formation, c'était l'équivalent de Bac+2. Bachelor's, ça m'a pris aussi 1 an de plus. Donc là, j'arrive à un niveau licence à peu près, je pense, si ce n'est qu'en Angleterre, tu fais ton master en 1 an à temps plein. Donc, en fait, tu peux arriver au niveau master en 4 ans. Okay. Et sur ton bachelor's et ton master, tu as un projet de recherche, donc tu as l'équivalent d'un mémoire ou même d'une thèse, parce qu'on appelle ça aussi thèse sur le master. Donc c'est très poussé, c'est très intense sur 4 ans quand même. Ouais, ça va être génial, franchement. Je suis à ça de tout refaire. Hein. Ouais, non, c'est génial, c'est cool. C'est super parce que tu es dans un cadre qui est bien structuré, c'est très scientifique, donc c'est génial, ça t'ouvre vraiment aussi, au-delà des connaissances que tu vas acquérir sur le comportement canin, sur la gestion du comportement canin, ou même l'entraînement, tous ces sujets qui sont importants pour nous dans notre métier, tu vas aussi acquérir une méthode scientifique, tu vas apprendre à réfléchir comme un scientifique, donc c'est surtout cet esprit critique qu'ils essayent de développer en toi. Et très honnêtement, je pense que c'est peut-être ce que ces études m'ont le plus apporté, en fait. Au-delà de ces connaissances-là, je pense même, plus que ces connaissances-là. C'est ça, c'est avoir un esprit critique, c'est toujours chercher, toujours essayer de comprendre les choses, se remettre en question ses connaissances, aller chercher peut-être ce qui se dit, toi tu penses quelque chose, et qu'est-ce qui se dit de l'autre côté ? Est-ce qu'on a une vue opposée à ça ? Si oui, est-ce qu'il y a eu des publications sur ça ? Et ça te remet tes idées en place. Mais ouais, je pense que ça, c'est quelque chose qui est super dans ce cursus-là, quoi. Ouais, c'est génial. Je vois, enfin, moi, j'ai fait des études universitaires en droit, et donc, effectivement, ça ouvre à tout ça. Et voilà, à l'époque, j'étais pas du tout... branché chien, comportement, etc. Mais là, avec du recul, ça me paraît juste génialissime, quoi. D'allier les deux que j'ai tant aimés, c'est trop bien. Ouais, c'est super. Mais je pense que ça t'aidera, justement. Je veux dire, t'as acquis aussi pas mal de choses à travers ces études-là. Donc oui, les études de droit, en plus, ça te fait réfléchir quand même. Ouais, c'est jamais perdu, c'est clair. C'est clair. Et donc, du coup, tu nous as parlé donc, de tes 2 premières formations. Tu nous as pas parlé de ton master ?
Ouais, le master, c'est Clinical Animal Behavior. Donc, Ok. on traduit ça comme éthologie clinique. Donc, on se focalise vraiment sur les problèmes de comportement chez les animaux de compagnie. Donc, principalement les chiens et les chats, mais ça intègre aussi l'éthologie équine, sur d'autres espèces aussi, on va dire. Là, c'est vraiment l'aspect clinique qui prime, parce qu'en fait, quand tu as ce diplôme ou que tu as une certification de Clinical Animal Behaviorist, tu travailles au quotidien avec des vétérinaires, si ce n'est en clinique vétérinaire. Donc, tu peux être embauché par un vétérinaire et au même titre qu'une infirmière vétérinaire, ou un ostéo ou quelqu'un qui va venir compléter en fait, si tu veux, le travail du vétérinaire. Ok. Je pense même que c'est une approche en fait pluridisciplinaire en soins animaliers, quoi, en fait. Ok. Oh, c'est super, c'est hyper intéressant. Donc après ces 4 ans d'études, qu'est-ce que tu as fait? Vers quoi t'es partie? Comment t'es devenue comportementaliste? Alors, j'ai fait un peu plus que 4 ans parce que j'ai fait une partie en temps partiel. Ça, c'est l'avantage aussi de ces programmes, c'est que tu peux presque les faire au module. Mhm. Donc, j'ai fait un petit peu plus que ça. Et comment je suis venue au métier de comportementaliste, c'était pas ce que je voulais faire en fait à la base, je crois. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'éthologie, c'était les chiens des rues. C'est ça vraiment qui m'a poussée à étudier. Je voulais comprendre, je voulais passer plus de temps avec eux. Je voulais peut-être même, mon objectif, qui est toujours un peu là, c'était de m'orienter plus vers la recherche en fait. Ouais. Et puis, je suis partie un petit peu dedans. Je me suis un peu laissée emporter, c'est-à-dire que à l'université, forcément, on essaye de t'orienter aussi. Donc moi, je me suis vite associée à une tutrice qui était spécialisée sur les problèmes de peur, donc les troubles anxieux, etc. C'était quelque chose qui m'intéressait aussi beaucoup à l'époque. Et puis voilà, en fait, je suis sortie de là en me disant bon bah, en fait, je peux aussi aider les gens. Je peux aider les animaux en détresse, je peux aider les gens qui adoptent des chiens des rues, parce que ça devenait aussi à l'époque un phénomène qui était de plus en plus important. On avait de plus en plus de chiens qui venaient de Roumanie, d'autres pays. Donc ça s'est fait un petit peu tout seul. J'ai commencé à travailler un peu en Angleterre et à un moment je suis revenue en France et j'ai ouvert Vox Canis. Ok, d'accord. Est-ce que tu as continué à voyager ou est-ce que ton expérience avec les chiens des rues s'est vraiment limitée à ce que tu avais vu en Grèce? Ah non, non, j'ai beaucoup voyagé après. J'ai passé beaucoup de temps en Inde, parce que c'est un pays Ok. qui me fascine. Et j'ai voulu justement lier ces voyages avec cette passion pour les chiens des rues, pour les chiens en général. Et donc, j'ai passé pas mal de temps, j'ai fait beaucoup de voyages en Inde particulièrement. J'ai passé peut-être, je faisais en fait des voyages de quelques semaines à quelques mois. Et je me posais quelque part, je rentrais en contact avec une association sur place ou des vétérinaires qui faisaient des campagnes de vaccination ou des activistes même qui allaient dans les rues et qui soignaient les animaux. Et donc j'ai passé pas mal de temps à faire ça. Je le fais encore d'ailleurs, hein. Donc voilà. C'est chouette. Trop, trop cool. Du coup, tu nous as parlé de tes 2 premières chiennes. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de tes autres loulous? Comment est-ce qu'ils sont arrivés dans ta vie? Alors, bah écoute, je peux te parler des autres chiens qui me sont tombés dessus. Euh, donc, il y a Snowy que j'ai rencontré en Inde il y a 3 ans à peu près. Donc, en fait, je suis repartie dans un refuge dans lequel j'avais passé du temps il y a quelques années. Donc, ça faisait quelques années que j'étais pas allée. Et je suis arrivée dans ce refuge. C'était le premier jour. Et donc, c'est des refuges, en fait, où tu as 300 chiens qui vivent en liberté, en fait. Enfin, ils sont dans des grands enclos. Il n'y a pas de box. Les enclos peuvent être séparés. Mais tu peux te retrouver facilement avec 50 chiens d'un coup autour de toi, quoi. Donc, Ah ouais. c'est génial, hein. Moi, j'adore. Tu as 50 regards là qui sont là à te demander de l'attention. Ils sont assez sociables en plus, les chiens en Inde en général, comparé à d'autres chiens des rues. Bah, je me suis retrouvée dans ce refuge après quelques années. Je dis bonjour à tous les chiens. Je m'accroupis un moment pour câliner un chien et puis je sens quelque chose derrière moi. Et puis bah, là, je vois le petit Snowy. Il était tout minus, il devait avoir 3-4 mois et il me regarde avec ses petits yeux, il avait des petites croûtes partout, il avait les oreilles pleines de terre. Oui.
Ouais, il était pas en forme, le pauvre, et donc il m'a tout de suite interpellée. Donc je l'ai pris dans mes bras et en 4 secondes, il s'est endormi. Je prends ce petit machin dans mes bras et puis là, il me regarde et piou, il tombe. Et j'ai passé toute la journée avec Snowy dans mes bras qui était en train de roupiller. Et si je le posais par terre, il me regardait, il avait l'air tellement perdu que... Bon, je me suis très vite rendu compte qu'il était malade, les gens du refuge m'ont expliqué qu'il avait eu la parvo. Il avait l'air d'avoir une sorte de toux du chenil, il avait des tics partout. Il y a eu une connexion assez rapide et il m'a aussi rappelé de 2 chiennes avec lesquelles j'avais lié une amitié, on va dire, il y a quelques années justement dans ce refuge et qui lui ressemblaient beaucoup. C'était 2 chiennes qui étaient très peureuses quand elles sont arrivées au refuge et sur 2 mois, j'ai passé énormément de temps avec elles, j'ai réussi à les apprivoiser. À la fin, elles étaient super sociables, elles venaient me faire des câlins, c'était génial. Et j'avais appris quelques semaines plus tard qu'elles étaient mortes en fait quand je suis partie. Donc voilà, tout ça, ça a fait que j'ai regardé Snowy et je me suis dit oh non, pas encore. Ouais. Donc en fait, j'ai trouvé un vétérinaire en dehors du refuge et je suis allée le voir et il m'a dit oui, il est vraiment mal en point ce chien, donc il faut peut-être faire quelque chose, mais voilà, il faut pas qu'il retourne dans ce refuge. En plus, il y avait une épidémie de maladies de Carré, de distemper qui commençait à arriver. Et donc, il m'a dit, je le garde, mais en fait, faut revenir le chercher, quoi. Sauf que moi, je partais de là quelques jours après et je restais pas en Inde, quoi. Donc, j'ai dit, ok, bon, bah, je vais revenir le chercher dans quelques mois, quoi. Donc, il est resté en quarantaine pendant 5 mois et je suis retournée le chercher. Ah ouais, ok. D'accord, ok. Ah oui. Et donc, il est resté chez le veto alors? Ouais, il est resté chez le veto parce qu'en fait, il y a pas mal de règles quand même pour faire rentrer un chien d'Inde en France, hein, parce que tu as quand Oui, bah même ouais, j'imagine, ouais. beaucoup de rage. Donc en fait, il fallait qu'il passe au moins 3 mois en quarantaine, il fallait qu'il ait tout un tas de vaccins, il faut envoyer son sang en Europe pour tester, pour voir s'il n'y a pas de rage, hein. Enfin, c'est des tests pour la rage. Une fois que le test a été validé par un laboratoire européen, tu dois avoir une autre période de quarantaine en fait. Donc c'est minimum 5 mois. Ok. Oui, donc ce qui explique aussi pourquoi on ne croise pas forcément beaucoup de chiens qui viennent d'Inde en France, parce que j'imagine que le protocole est quand même assez lourd, quoi. Ouais, tous les chiens qui sont en dehors de l'Union européenne, en général, c'est assez compliqué de les faire rentrer, surtout quand c'est des pays qui ont la rage. Donc là, oui, même des chiens qui viennent d'Afrique du Nord, où on pourrait plus facilement les ramener finalement, parce qu'il y a pas mal de gens qui font des allers-retours. Mais c'est très compliqué. Donc oui, on en a moins que les chiens qui viennent des pays de l'Union européenne, comme les Roumains. Ouais. Ok. Voilà, donc ça c'est l'histoire de Snowy. Et puis sinon, j'ai rencontré Titilina il y a quelques mois dans un refuge en Roumanie. À la base, je devais la prendre en famille d'accueil. J'avais... Donc c'est une famille d'accueil foirée. Elle est restée, au bout de 2 semaines, en fait, ça collait tellement bien. Elle était super avec les autres chiens. Elle était super avec ma vieille chatte de 20 ans, qui est quand même toute fragile. Elle s'est bien adaptée. Elle allait bien dans cette famille. Elle collait bien avec nous, en fait, avec notre mode de vie. Donc je me suis dit autant la garder plutôt que d'avoir toutes ces démarches pour trouver une famille et puis potentiellement ça peut être une famille qui adoptera un autre chien donc voilà, elle est là, on la garde, quoi. Trop chouette. Et elle a un nom trop mignon en plus. Ouais. En fait, c'est le nom qu'il lui donnait au refuge. Alors je sais pas si c'était un surnom qu'il donnait à toutes les femelles ou quoi, mais à un moment j'ai capté un travailleur qui lui parlait et il dit Titilina. Je me suis dit, c'est trop mignon ça. Voilà, plutôt que de changer son nom, on est resté sur ça, quoi. Ok, est-ce que tu as quelqu'un d'autre à nous présenter? Il reste Aku, le bosseron. Ouais. Comme tu peux le voir, j'ai surtout une préférence pour les chiens des rues. Enfin, une préférence. Je pense que c'est des chiens qui reviennent avec moi dans mes bagages. Mais Aku, en fait, c'est une cliente qui a eu une portée accidentelle avec donc sa femelle bosseron et son mâle. Donc, elle s'est pas rendu compte que sa jeune femelle était en chaleur. Donc voilà, elle s'est retrouvée avec 11 chiots. Waouh. Et celui-ci qui était, on va dire, difficile, qu'elle a eu un peu plus de mal à placer. Ok. Donc du coup, tu l'as recueilli voilà. comme un petit oiseau égaré.
Ok, ça marche. Bon, donc du coup, donc, tu nous as beaucoup parlé des chiens des rues que tu as pu côtoyer et effectivement ramener dans tes valises. Ce qui me fait bifurquer sur ce sujet-là que je voulais aborder avec toi, puisque tu es quand même un peu the spécialiste du sujet. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les chiens des rues? C'est des chiens qu'on voit de plus en plus en France, qui sont de plus en plus adoptés en métropole, parce que je sais qu'ils viennent aussi beaucoup de La Réunion ou de Roumanie. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces chiens selon toi? Et peut-être avant ça, qu'est-ce qu'ils vivent dans leur pays? Pourquoi ils arrivent en France? Oui, alors, c'est vrai que c'est bien de resituer un peu le contexte. Donc, c'est des chiens qui sont issus d'une population de chiens errants. Il y a généralement, en fait, on les appelle chiens des rues, chiens de village, chiens de communauté, parce que ça nous donne une indication sur leur mode de vie, en fait. Hein. Donc, un chien des rues, il vit dans la rue, il se débrouille, il est libre. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas de gardien, en fait. Hein. Donc, il y a beaucoup de chiens des rues qui ont des propriétaires, entre guillemets. C'est juste qu'en fait, la culture, le contexte socio-économique aussi, fait que ces chiens sont laissés libres à se débrouiller dans la rue et qu'il n'y a pas forcément trop de contrôle sur eux. Ça, c'est culturel aussi dans beaucoup de ces pays-là, c'est-à-dire que on a un chien, on aime avoir un chien, donc beaucoup de gens vont te dire qu'ils apprécient la compagnie de leur chien, mais ils voient pas les choses de la même manière que nous, en fait. Hein. Donc, tu vois, déjà en termes de soins, on a un niveau de soins qui est vraiment, vraiment très bas. Et c'est souvent, c'est là qu'il faut prendre en compte le contexte socio-économique, c'est qu'on a aussi souvent des gens qui ne peuvent pas se soigner eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc le phénomène des chiens des rues, il est quand même souvent associé à des pays qui sont sous-développés ou en voie de développement, hein, c'est ce qu'on va dire. Donc ils n'ont pas les moyens forcément de se soigner eux. Donc derrière, soigner un chien, l'emmener chez le vétérinaire, le stériliser, c'est pas quelque chose qui est très ancré dans les mœurs en fait. Ouais. Donc on va dire que ces chiens, qu'on appelle des chiens des rues, en général, voilà, ils vivent dans des... Alors, on en trouve partout hein, dans le monde, hein, c'est-à-dire que tu peux en trouver aussi bien dans les réserves indigènes dans le nord du Canada qu'en Inde, qu'en Europe aussi. Hein, tu en as en Roumanie, en Italie. Et le contexte culturel, il est vraiment important à prendre en compte hein, parce que ça va vraiment influencer leur comportement. Mais je t'expliquerai peut-être un petit peu plus en détail après. En tout cas, ce qui est important de prendre en compte, voilà, c'est que c'est des chiens qui vivent, on va dire, libres, qui ont un degré de liberté qui est beaucoup plus important que nos chiens à nous, qui sont souvent pas soignés. Donc, on va dire que les standards en termes de bien-être animal dans ces pays-là sont beaucoup plus bas que les nôtres. Donc on a des populations de chiens qui se reproduisent. Donc il y a beaucoup de portées qui se retrouvent dans la rue. Et c'est là où il y a beaucoup d'associations qui vont récupérer des chiots un peu partout. Des chiens qui sont malades, qui sont en mauvais état, qui sont en mauvaise santé. Il y a une transmission de maladies qui se fait beaucoup plus rapidement forcément parce qu'ils ne sont pas contrôlés, ils ne sont pas contenus. Et en plus, souvent, ça implique des maladies zoonotiques, hein, donc qui se transmettent à l'homme. Donc, en fait, il y a beaucoup d'associations qui interviennent dans ces pays. Alors, ça peut être des associations étrangères comme des associations sur place qui interviennent dans ces pays pour essayer de soigner, de sauver ces chiens. Et la logique, en fait, c'est de les envoyer dans des pays où il y a un niveau de soins qui est beaucoup plus élevé, où il y a finalement beaucoup plus de contrôle et où ils vont avoir une place de chiens de compagnie qui fait vraiment partie intégrante de la famille parce que c'est quelque chose qu'on considère comme un meilleur bien-être en fait pour ces animaux quoi. Ok, ça me renvoie sur une question. Tu nous as dit qu'ils étaient vraiment en totale liberté ou quasiment. Comment est-ce qu'ils sont vus par les populations aussi? Alors, ils peuvent apprécier j'imagine qu'ils ne sont pas toujours bien reçus en tant qu'animal errant. Généralement, nous, en tout cas, en France, les animaux qui errent un peu comme ça sont vite considérés comme des nuisibles dont il faut se prémunir. Comment ça se passe vis-à-vis de ces chiens-là? Est-ce que c'est le cas aussi? Alors ça dépend vraiment des cultures, des pays. Ça c'est quelque chose que j'ai pu justement apprendre à travers tous ces voyages, c'est que le rapport entre l'humain et le chien peut être complètement différent, et donc le chien des rues aussi. Je te donne un petit exemple avec une étude qui a été faite il y a quelques années, je crois d'ailleurs, qui impliquait Coppinger, hein, qui est une grande référence, qui avait étudié le rapport entre les humains et les chiens des rues et le comportement du chien dans 2 villages du même pays. Alors, il me semble que c'était l'Éthiopie, mais je ne suis pas certaine. Il faudrait que je retrouve cette étude. Et en fait, donc, dans les 2 villages, il y avait 2 religions différentes.
Et donc, il voulait comparer un petit peu, si tu veux, ce facteur-là, voir si, au niveau de leurs croyances, ça pouvait influencer les comportements que eux pouvaient avoir avec les animaux et aussi les comportements que les animaux pouvaient avoir avec les humains. Et donc, ils ont noté des différences assez importantes, alors qu'on est dans le même pays, qui a quand même plus ou moins la même culture, mais rien que ce facteur-là fait qu'il y a une différence sur le comportement des chiens, quoi. Et les attitudes aussi que les gens vont avoir vis-à-vis de ces chiens. Donc, tu as des pays, tu vas en Turquie, à Istanbul par exemple, les chiens, ils ont des distributeurs de nourriture partout, on leur ouvre les magasins en hiver pour qu'ils passent la nuit, ils sont soignés, il y a vraiment des grandes campagnes de soins, donc avec des vétérinaires qui vont dans les rues, qui soignent les animaux, qui font des soins préventifs, donc vaccination, etc. Ils sont dans un bon état comparé à des chiens dans d'autres pays. Tu vas en Roumanie, les chiens, ils ont des comportements, ils sont très craintifs en général, ils se laissent pas approcher. Moi, c'est ce que j'ai vu aussi en Grèce, dans mon village, hein, c'était très difficile d'approcher les chiens, ils gardent toujours 2-3 mètres de distance. Tu vas à côté de ça, dans un pays comme l'Inde, en même temps, je pense qu'il y a tellement de gens qu'à force, ils sont plus sensibles à ça. Mais tu peux caresser les chiens très facilement dans la rue en Inde, en général. Où le rapport à l'animal n'est pas du tout le même que dans d'autres pays. Ouais. Non, donc ça dépend. Et je pense qu'il y a une échelle individuelle aussi. C'est qu'il y a des gens qui les tolèrent bien, qui les nourrissent, qui leur mettent de l'eau devant leur maison. Et t'en as qui essayent de les chasser, qui leur mettent des coups de pied, des coups de bâton, qui les maltraitent. Donc, tu as un petit peu de tout. Tu peux généraliser. Moi, j'essaie de faire attention avec ça. Quand tu généralises des contextes entiers comme ça, des pays, tu vois, un phénomène. Mais voilà, tu peux quand même voir, on va dire, des généralités en fonction des pays. Mais ça dépend vraiment. C'est vrai que dans certains pays, c'est compliqué pour eux. Il y a des endroits où ils sont vus comme impurs, sales, il faut les chasser, et t'en as d'autres où les gens vivent avec, et t'as l'impression même qu'ils se côtoient sans vraiment interagir, mais que chacun accepte la présence de l'autre. Ça, c'est en Inde, par exemple, c'est beaucoup comme ça, quoi. Ce qui est vachement intéressant dans ce que tu dis, c'est que je pense qu'à l'échelle mondiale, les chiens qui vivent dans la rue sont une grosse majorité de cette espèce, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et pour autant, on parle d'une seule et même espèce qui peut avoir des conditions de vie totalement différentes selon le pays où est-ce qu'on se trouve, la région où est-ce qu'on se trouve. Et je pense que c'est hyper important de dézoomer un petit peu et de sortir de l'image du chien qu'on a en France, dans nos familles, qui est presque l'enfant de la famille, qui a tout assimilé à l'enfant de la famille, parce qu'en fait, c'est une petite minorité de chiens qui ont cette condition de vie-là. Alors, elle est super, elle est géniale, ou pas, selon son point de vue et ce qu'on en pense. Mais je trouve ça vachement intéressant de dézoomer un petit peu et de se rendre compte qu'effectivement, c'est pas forcément comparable et qu'au sein d'une même espèce, il y a plein de populations différentes, plein de conditions de vie différentes, plein de points de vue différents. Et je trouve ça vraiment important de le souligner, je crois. C'est très important. Pour moi, c'est vraiment quelque chose... autant quand j'ai commencé à m'intéresser aux chiens des rues, à toute, on va dire, la théorie derrière, toutes les connaissances qu'il y avait sur ça, je m'intéressais vraiment à l'éthologie, donc comprendre comment ils se comportaient, ce qu'ils faisaient, leur mode de vie, etc. Mais ce qui m'intéresse tout particulièrement maintenant, c'est le rapport qu'on peut avoir avec eux, comment, si tu veux, le rapport avec l'humain va les influencer, comment l'environnement va les influencer, tout ça, c'est hyper intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Mais c'est vrai que, oui, tu peux avoir des chiens... Là, on a parlé des chiens des rues et des chiens de compagnie, mais on a aussi une autre catégorie qu'on considère comme plus sauvage, donc on fait souvent référence aux chiens féraux. Ça, c'est des chiens qui ne côtoient pas l'homme, qui cherchent à s'en éloigner le plus possible, quoi. La féralisation, ça indique que l'animal retourne à l'état sauvage. Ça peut se produire chez plusieurs espèces domestiques. Donc, par exemple, en Grèce, dans mon village, il y avait les chiens des rues qui vivaient dans le village, dans les cours des maisons ou dans les ruines qui traînaient dans les rues du village. Et juste à l'extérieur du village, on avait une décharge. Et là, il y avait des groupes de chiens qui étaient là, pour le coup, beaucoup plus sauvages. C'est-à-dire que moi, j'avais même peur d'aller là-bas, parce que ils étaient très agressifs. Il y avait un rapport avec l'homme qui était très différent. Autant les chiens dans le village, bon,
tu sens qu'ils se méfient de l'humain, qu'ils en restent un peu loin, tout ça, mais qu'ils vivent avec, ils acceptent, si tu veux. La fuite est un peu plus ancrée que ouais. l'agression, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et les chiens de la décharge, c'était encore un autre phénomène. Et eux, l'humain, pour eux, c'est vraiment une source de peur très intense, quoi. C'est vrai que ce que je trouve intéressant, je crois que tu en avais parlé dans un post récemment, c'était l'importance aussi de justement prendre en compte ce contexte et pas forcément faire de raccourcis quand on parle d'éthologie, de ce que devrait faire un chien, etc. Parce que, en fait, il faut tenir compte du contexte. Alors effectivement, un chien libre va peut-être passer des heures et des heures à chercher sa nourriture, à faire différentes activités que font pas du tout des chiens, nos chiens à nous en France, complètement domestiqués. Et je trouve ça vraiment intéressant de souligner ce point. J'avais beaucoup apprécié ton post là-dessus d'ailleurs. Ouais, c'est important de faire attention quand on généralise, quand on extrapole. Surtout là, quand on fait en fait référence, oui, c'est la même espèce. Il y a un répertoire comportemental qui est identique, mais qui est exprimé de manière très différente. Je pense que oui, c'est important de prendre ça en compte. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que beaucoup de chiens de compagnie, qui sont des chiens de race, ont été sélectionnés pour perdre certains traits que les chiens des rues ont encore. Donc, ils sont beaucoup moins réactifs dans leur environnement, ils sont beaucoup moins craintifs. On en a fait, en fait, on les a sélectionnés pour qu'ils soient beaucoup plus dociles. Donc là aussi, tu vois, il faut vraiment prendre en compte cette différence. C'est que les chiens des rues sont restés un petit peu bruts dans ce sens-là, c'est qu'ils vivent dans un environnement qui est quand même assez hostile et il leur faut des réflexes vifs pour survivre et pour s'en sortir, pour s'adapter, quoi. Du coup, ce qui m'amène à rebondir sur revenir au sujet des chiens des rues qu'on importe finalement en métropole pour qu'ils soient adoptés et qu'ils rejoignent des familles en tant que chiens domestiques, donc ce qui les fait passer quand même d'un état à un autre. Qu'est-ce que ces adoptions impliquent et selon toi, qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'adopter? Alors, je pense que tu viens de nous le dire là, c'est que ces chiens gardent une trace de là où ils viennent. Qu'est-ce que ça implique selon toi qui est important de souligner? Il y a beaucoup d'adoptions qui se passent très bien et ça, je pense que c'est important de le souligner parce que là, je vais effectivement peut-être plus mettre en avant des difficultés, mais il y a quand même énormément de ces adoptions qui se passent bien. Je pense qu'il faut effectivement prendre en compte ce background en fait qu'ont ces chiens. C'est des chiens qui pour la plupart ont eu une vie où ils étaient libres, où ils devaient s'adapter à un environnement qui était un petit peu difficile, un peu hostile. Je pense que c'est ça qu'il faut prendre en compte. Il faut se renseigner, en fait. Il faut essayer de comprendre ces chiens et se dire qu'on va peut-être être face à certains problèmes qu'on n'a pas forcément avec des chiens de famille ou qui seront peut-être plus intenses, plus importants chez ces chiens-là. Donc, tout ce qui est peur, hein, peur de la nouveauté, réactivité dans l'environnement, hein, donc face à des stimuli qui pour un autre chien ou même pour nous peuvent paraître anodins. C'est des chiens qui sont souvent plus en alerte, hein, et ça, c'est vraiment lié à leur historique, déjà, de leur vie, donc leurs expériences à eux, mais aussi aux caractéristiques, quelque part, de ces chiens en général, qui ont quand même, du coup, vécu comme ça depuis des générations, à certains endroits. Hein. Donc, c'est un peu inscrit aussi dans la génétique et ouais, ça fait partie d'eux, quoi. Oui, très certainement, très certainement. Ça n'a pas été confirmé par des études, mais oui, bien évidemment que ça a une influence. C'est intéressant, je trouve, de souligner effectivement qu'il y a beaucoup de ces adoptions qui peuvent très bien se passer. Parce que, par exemple, je sais que moi-même, c'est un truc qui peut me faire vachement peur de me dire que peut-être je pourrais accueillir un chien comme ça qui pourrait avoir effectivement plein de peur et que ça serait très compliqué à gérer. Donc déjà, c'est super cool de souligner que ça peut très bien se passer. Je trouve ça très important. Bah oui. Dans les cas où ça se passe moins bien, j'aimerais parler avec toi de tout ce qui touche aux troubles anxieux, aux peurs, aux phobies que peuvent avoir ces chiens-là, ou d'autres hein, d'ailleurs, parce que c'est pas des problématiques propres aux chiens qui viennent de la rue. Est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ce que ça veut dire qu'un trouble anxieux? Toi, tu es spécialisée en troubles anxieux chez le chien notamment. Est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ça? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut déjà prendre en compte, c'est que quand on parle de troubles anxieux, on va parler d'émotions comme la peur, l'anxiété, la phobie.
Et certaines de ces émotions sont des émotions normales, en fait, hein. Donc, la peur, elle a une fonction, elle sert à réagir rapidement. Donc, ces émotions-là, elles ont une fonction de survie, d'adaptation, d'apprentissage. Et donc, quand on parle de troubles anxieux, si tu veux, je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que c'est quand ces émotions deviennent difficiles, quand elles impactent la qualité de vie de l'animal ou qu'elles persistent, qu'on considère ça comme un trouble anxieux. Parce qu'à la base, ça reste quand même des émotions qui, pour la plupart, à part peut-être la phobie qui du coup est plus dans le pathologique, on va dire, sont des émotions qui sont normales, quoi. Donc, trouble anxieux, ça va être un animal qui va avoir en fait des difficultés émotionnelles qui sont liées à certaines de ces émotions. Ça se chevauche, hein, donc c'est pas forcément une seule émotion. Si tu regardes la peur et l'anxiété, c'est d'ailleurs difficile de les distinguer toutes les deux. Donc voilà, en général, on considère que c'est un trouble anxieux quand c'est généralisé, quand c'est prolongé, quand il y a des réponses très intenses d'anxiété, de peur, de panique. De choses comme ça. Et chez les chiens, ça peut se manifester de différentes manières. Il peut y avoir des difficultés d'adaptation, il peut y avoir des problèmes comme l'anxiété de séparation, qu'on considère comme un trouble anxieux, des phobies, de l'anxiété généralisée. De l'alerte, des difficultés à se poser, des choses comme ça. Voilà. Et puis même la réactivité, hein. Dans certains cas, ça peut être lié à un trouble anxieux aussi. Donc voilà, on considère en fait que c'est surtout quand ça a un impact sur le chien que ça peut créer un stress chronique. On classifie ça du coup un peu plus dans cette catégorie de troubles anxieux, quoi. Ok, d'accord. Du coup, tu viens de citer quelques exemples, mais je trouvais ça intéressant de voir avec toi comment savoir en fait qu'un chien souffre d'anxiété et n'a pas juste des petites peurs par-ci par-là, etc. C'est quoi un peu les grandes différences au quotidien? Comment ça peut se manifester? Alors, il y a évidemment des signes et des symptômes, hein. Donc, le comportement, c'est un bon indicateur, hein. Donc, généralement, en fait, on va quand même estimer que ça crée un stress chronique, puisque justement, c'est quelque chose qui impacte le bien-être du chien au quotidien. Donc, on va identifier beaucoup de signes de stress chez l'animal. On va avoir un chien. Alors, sur l'anxiété, ce qui se passe souvent, c'est on voit des signes comme l'hypervigilance. C'est quelque chose qu'on essaye généralement d'identifier. Donc, un chien qui regarde partout, qui a les oreilles qui bougent dans tous les sens, mais qui semble pas capter quelque chose. Voilà, ça peut être aussi des changements de comportement importants. Ça peut être plus d'activité physique, moins d'activité physique, un chien qui est très agité, qui bouge beaucoup dans tous les sens. Donc ça va être des signes qu'on va essayer d'identifier en fait quand on va être contacté. Nous, en tout cas les comportementalistes, c'est ce qu'on va essayer d'analyser, de voir comment le chien réagit dans certaines situations. On va dire que la peur, quand elle est normale, ou même l'anxiété, ça doit passer très vite en fait. Donc je fais tomber quelque chose à côté du chien, il sursaute, ça c'est normal. Si par contre derrière il reste stressé pendant une demi-heure et que sur toute la journée d'après il réagit au moindre truc et que on a un effet boule de neige, là voilà, ça c'est plus quelque chose qui part dans un trouble anxieux, d'anxiété généralisée, quoi. Ok, ça marche. Et comment du coup, comment on accompagne ces problématiques-là? Est-ce qu'il y a des protocoles? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses aussi qui arrivent? Le recours à la médicamentation, est-ce que c'est une piste possible? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout cet accompagnement? Ouais, alors bon, déjà, chaque cas est différent, hein. C'est pour ça, tu vois, Oui. que c'est difficile aussi de généraliser, d'expliquer ce que ça peut être, hein, parce que parfois, tu vas déterminer qu'il y a un trouble anxieux qui peut être lié à un trouble alimentaire ou des choses comme ça. Donc, ça va se traiter quand même de manière différente en fonction de chaque cas. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse systémique bien poussée. On décortique tous les aspects de la vie du chien. On essaye de comprendre à quel moment ça s'est déclenché. On récolte un maximum d'infos sur son historique. On évalue si tous ses besoins sont bien comblés. On prend en compte tous les potentiels déclencheurs. On essaye vraiment de décortiquer tout ça avec les gens pour comprendre ce qui se passe, à quoi réagit le chien et qu'est-ce qui potentiellement influence son état émotionnel. Ensuite, après ça, effectivement, il y a différents protocoles en fonction du problème, en fonction des déclencheurs, s'il y a quelque chose qui va déclencher beaucoup de peur. Par exemple, on a un problème qui est assez courant, c'est la peur des bruits, la peur des orages. Là, tu as quelque chose qui est quand même bien identifié, donc tu peux
mettre en place un protocole qui est adapté à ça. Je pense que quand même, cela dit, avec tous les chiens qui ont un fond anxieux, qui sont assez peureux, qui réagissent assez souvent de cette manière-là, même si ça part pas forcément dans ce qu'on appelle le trouble anxieux, la base, vraiment, c'est de les sécuriser, ces chiens, en fait. Ça devrait être la base du travail, et avant même, parfois, de rentrer dans des protocoles de désensibilisation ou autres, si tu peux sécuriser ton animal, le faire redescendre de son stress, parce qu'en fait, tout ça, ça crée du stress. Et au bout d'un moment, stress chronique qui fait que même le cerveau, il réagit au moindre truc parce qu'il est en mode « c'est bon, il faut que je réagisse, quoi. Il faut que je me mets en mode stress, quoi ». Donc, en fait, tu dois faire redescendre tous les paramètres, tu dois faire descendre la pression pour que déjà toutes ces réactions, tous ces automatismes s'arrêtent aussi. Et pour ça, c'est sécuriser, c'est intégrer une routine qui est vraiment bien structurée, qui est rassurante, c'est faire en sorte de s'assurer que le lien avec le gardien est lui aussi sécurisé, rassurant. C'est intégrer plus de prévisibilité, de contrôle, de choix. C'est vraiment faire en sorte que le chien se sente mieux déjà à la base de sa vie en fait au quotidien. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important sur lequel beaucoup de pros passent, à mon avis, parce que voilà, je vois parfois des chiens qui ont vu des pros et qui sont tout de suite rentrés dans la désensibilisation, des choses comme ça, alors que le chien, il était en stress, donc tu te mets en difficulté en fait quand tu pars sur une base comme ça, quoi. Ouais, puis on entend encore beaucoup que la peur se renforce, tu vois, et que tu vas renforcer le chien dans sa peur si tu y vas en douceur, si tu te montres rassurant, etc., etc. Enfin, il faut arrêter. Oui, c'est clair. Merci, mais j'aimerais bien. Ouais, ça, c'est une belle idée reçue. Il y en a quelques-unes comme ça qui ont la dent dure. Effectivement, on ne va pas renforcer le chien en lui apportant quelque chose de positif. Si c'est quelque chose de positif pour lui, hein, attention, parce qu'effectivement, il y a des chiens pour qui la caresse, c'est pas quelque chose de positif. Donc oui, là, potentiellement, tu vas renforcer un état émotionnel qui est pas positif. Mais si ton chien, si tu as une belle relation avec lui et qu'il te fait confiance et qu'il apprécie les moments que vous partagez ensemble et que du coup, quand il y a quelque chose qui va pas, tu essayes de le soutenir, non, ça va pas renforcer sa peur. Donc on devient un pilier de sécurité. Voilà, ils ont besoin de nous aussi, de pouvoir s'appuyer sur nous, de demander de l'aide. Bien sûr. Et d'ailleurs, quand on arrive à ça, je trouve ça très beau à regarder. Un chien qui check comme ça pour demander de l'aide. Et je trouve ça incroyable. Je suis totalement d'accord. Et tu vois, ça, c'est un truc que j'ai vu sur 2 suivis récemment que j'ai fait, qui étaient un peu similaires, avec 2 chiens peureux. Donc, c'était 2 suivis en ligne. Et donc, j'ai demandé aux gens, je fais toujours une pré-analyse, en fait, avant. Donc, les gens m'envoient des vidéos dans plein de contextes et je décortique un peu tout, j'observe. Et sur les 2 chiens, il y avait une différence, justement, sur la gestion des gens, où il y en avait d'un côté qui s'écartait avec le chien, qui prenait vraiment le temps de prendre en compte ce qu'il cherchait à faire. Donc la chienne en l'occurrence, elle avait peur des humains, donc dès qu'elle croisait des humains, elle s'écartait ou elle se mettait un petit peu sur le côté. Et l'autre chienne aussi d'ailleurs, qui avait le même genre de réflexe, mais qui n'était pas accompagnée, tu vois, où les gens allaient rester sur le chemin. Et bon, c'est une erreur, on peut pas leur en vouloir, ils savent pas forcément, et je suis là pour ça, pour essayer de les guider là-dedans. Mais là, tout de suite, moi je me suis dit, bah ouais, mais là, la chienne, elle bénéficierait vraiment de ce soutien, de cet accompagnement, quoi. Qu'on lui montre, ok, on a pris en compte que ça allait pas, on est là avec toi, on reste avec toi, quoi. Après, à partir du moment où on a sécurisé le chien et qu'on a quand même une bonne base sur laquelle on peut entamer un travail en fonction du problème que le chien va avoir, donc s'il a peur d'un stimulus en particulier, si c'est un contexte qui pose problème, on va entamer une thérapie. Donc déjà d'une pour essayer de l'aider à prendre confiance et à gagner en compétences. Donc ça, c'est aussi un travail de fond. Tu as des chiens qui ont du mal à se concentrer, qui ont du mal à se focaliser, et ça, c'est des compétences qu'on peut développer et qui les aideront en fait à mieux vivre les situations qui sont difficiles. Et ensuite, en général, ce qu'on peut mettre en place, c'est des protocoles de désensibilisation systématique. Donc là, je pars dans le jargon, de contre-conditionnement ou des méthodes comme le BAT. Donc,
le BAT, qui est une méthode qui implique de la désensibilisation systématique. C'est des techniques qui sont différentes et qui vont être appliquées en fonction des besoins, en fonction du cas, de ce qu'on veut chercher à apporter en fait au chien. Ok. Dans tout ce qui est accompagnement des chiens anxieux et de ces problématiques-là, on va dire de manière générale, on voit aussi beaucoup encore d'immersion, c'est-à-dire de placer le chien dans ce qui lui fait peur pour le désensibiliser. C'est encore une technique qui est très utilisée et qui est, à mon sens, assez néfaste et dangereuse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et parler des conséquences notamment que ça peut avoir ? Oui, alors effectivement, l'immersion, c'est pas forcément d'ailleurs les techniques qui vont être utilisées vont pas forcément être catégorisées, enfin nommées immersion, mais on voit au quotidien que les techniques proposées par certains éducateurs sont ce qu'on appelle de l'immersion. Donc c'est qu'effectivement, on met le chien face à ses difficultés, face à l'objet de sa peur, dans une situation qui va créer un stress intense de manière prolongée et directe. Donc oui, si tu as peur des araignées et que je te mets dans une pièce remplie d'araignées, c'est de l'immersion. Il faut savoir, c'est que c'est pas forcément une technique qui fonctionne pas en fait. C'est quelque chose d'ailleurs qui a été adapté de la thérapie, des thérapies humaines en fait. Et il y a des études. Je me souviens avoir lu pas mal d'études à travers mes études sur l'immersion, qui étaient menées dans les années 60. À l'époque, au niveau éthique, c'était discutable sur toutes les expériences qu'on pouvait faire dans la science. Et donc, ils enfermaient des gens claustrophobes dans des placards pendant 6 heures. Enfin, ah ouais, il y a des études, franchement, que tu les lis, tu te dis, ouh, ils sont partis loin quand même dans leur truc. Il faut y penser. Ah ouais, oui, alors voilà, et des gens qui ont le vertigo et on les plaçait en haut d'un immeuble. Enfin, c'était vraiment des choses comme ça. Et il y a eu des cas dans lesquels ça a marché. Donc, c'est pas forcément que ça marche pas. Enfin, la question, elle tourne plutôt autour du rapport bénéfice-risque, en fait. Je pense que nous, en tant que comportementalistes, notre devoir, c'est de protéger les chiens. C'est de faire en sorte qu'ils soient pas plus sensibilisés, qu'ils soient pas mis en détresse, qu'on respecte leur bien-être au maximum, quoi. Donc, ça implique, en fait, une évaluation des risques qui est constante, quoi. Donc, tout ce que tu fais, mais que tu fasses du clicker ou que tu fasses une désensibilisation hyper poussée, je pense qu'on doit tous garder en tête, on doit tous se poser 1 milliard de questions avant de le faire, se dire qu'est-ce que je risque à ce moment-là, qu'est-ce qui peut potentiellement se passer, comment ça peut potentiellement évoluer, etc. Et là, quand tu penses à l'immersion, en fait, les risques, ils sont juste énormes, en fait. Les risques de sensibilisation, de créer un stress très intense, un traumatisme même. Je pense que dans certains cas, ça peut créer des traumatismes. Donc, en fait, pourquoi faire ça quand tu as des protocoles qui évitent tout ça, en fait, qui te permettent d'éviter tout ça, de ne pas prendre ces risques-là? Parce que même si éventuellement ça peut potentiellement marcher, le risque que tu causes un problème encore plus intense, il est vraiment important, quoi. Je trouve qu'il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé, c'est tout ce qui relève de l'inhibition. Et que en fait, face à trop d'informations, le chien arrête de réagir, en fait. Et donc, on se dit, c'est bon, ok, ça va, il gère. Et c'est ça aussi qui est un peu vicieux, je trouve, dans l'immersion, c'est qu'on ne voit pas forcément que le chien est en détresse, qu'il a besoin d'aide, qu'il n'est pas bien, etc. Parce qu'il peut être aussi très inhibé et être pas vraiment lui-même et en fait ne plus donner du tout de réaction parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Je trouve que ça fait augmenter encore un peu le risque d'avoir un truc caché qu'on ne voit pas et puis qu'un jour, ça va popper. Et puis, on va se dire, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Ouais, complètement. Et ça, par expérience, tu le vois en fait. Parce que ça, c'est pareil sur des suivis que je vais avoir. Les gens vont me dire, on a travaillé avec un éducateur, on a mis ça en place. Bon, ok, technique d'immersion ou quelque chose comme ça. Ça a super bien marché pendant 1 mois, mais après, c'était de pire en pire, quoi. Donc là, tu vois, sur un cas assez sévère de protection de ressources, donc d'agressivité autour des objets, de la nourriture que j'ai eu récemment, l'éducateur avait proposé de donner des saccades aux chiens quand ils grognaient autour de sa gamelle. Ouais. Mais les gens qui n'ont pas de connaissances, qui savent pas, qui se disent ok, c'est un éducateur, il sait ce qu'il fait, quoi, c'est son boulot. Et pourtant, ces personnes-là, elles m'ont dit mais on avait mal au cœur de faire ça nous faisait mal en fait de le faire. Mais le gars, il n'arrêtait pas de nous dire c'est bon, ça va marcher, vous inquiétez pas, vous allez voir, au bout d'un moment, il réagira plus. Et bien évidemment, 1 mois ou 2 mois plus tard, devait se passer, ouais. Et c'est un chien
un chien qui peut mordre très facilement et on voit qu'il y a vraiment un seuil de réactivité extrêmement bas maintenant. Ça a pas loupé, du coup, il a mordu? Ah ouais, il a mordu plusieurs fois, ouais. Ouais. Ouais, il a mordu plusieurs fois. Voilà, et là, par exemple, tu vois, c'est un cas où, pour moi, la chose à faire sur plusieurs semaines, c'était faire redescendre la pression, quoi. Ok, bah là, on arrête même de le nourrir en gamelle, parce que rien que la gamelle, c'est un facteur de stress. On va mettre la nourriture par terre, on va le mettre dans un coin tranquille, on va retirer tous les objets sur lesquels il va potentiellement réagir. En fait, on va essayer de limiter au plus possible toutes les réactions qu'il peut avoir. Et sur quelques semaines, il n'y a pas eu de grognement, alors que c'était quotidien, quoi. Donc, ça, c'est la première phase. Ensuite, ok, on va mettre en place tout ce qui est contre-conditionnement, désensibilisation systématique, tout ça, quoi. Mais je pense que c'est hyper important ce que tu dis par rapport à l'inhibition. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens qui perçoivent ça comme une victoire, en se disant « Ouais, cool, ça va mieux, il réagit plus ». Et même d'un point de vue physiologique, ça s'explique, c'est que ça fait partie des phases de stress. Il y a un moment, il y a une fatigue, en fait. Et puis, le chien, il peut juste tout simplement plus réagir, quoi. Donc, tu vois ça aussi beaucoup sur des vidéos d'éducateurs qui montrent un chien en immersion. Alors, tu sais, avec tous les trucs de chiens médiateurs, là, où tu mets un chien au milieu d'un groupe de chiens super intimidants, là, et au bout d'un moment, effectivement, il arrête d'aboyer, Ah ouais, en même temps, je veux dire... Et les gens se disent « Ouais, c'est génial, il faut que je contacte cet éducateur, il est génial et tout. » Et en fait, non, t'as juste un chien. Quand tu sais lire un peu les chiens, en plus, en général, tu vois que ça va pas, quoi. Il y a un gros mal-être, en fait. Ne faites jamais ça. Non, s'il vous plaît. En fait, il vaut mieux ne rien faire que d'essayer de faire des choses comme ça, quoi. C'est pire, ouais, c'est clair. Donc voilà, je pense que c'est important en tout cas... Si du coup j'ai un message à transmettre aussi par rapport à ça, à l'immersion, à toutes les techniques qu'on peut utiliser avec des chiens peureux, c'est en fait, première chose à faire, évaluer tous les risques en fait. Qu'est-ce qui peut potentiellement se passer? Et si vous ne savez pas le faire, vous le faites avec un professionnel qui connaît bien ces sujets, quoi. C'est clair. Pour reboucler sur le sujet des chiens des rues, il y a une chose qui, je trouve, est très importante dans le choix des placements de ces chiens qui peuvent potentiellement beaucoup assez rapidement se retrouver en immersion. Par exemple, typiquement, on prend un chien qui n'a jamais connu la ville et qu'on balance à 5 mois et demi en plein centre-ville parce que sa famille habite là et qu'en fait, quand ils descendent de chez eux, ils sont sur une rue avec des chiens, des vélos, des gens qui passent, des skates, des bus, des voitures. Ça peut être très compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible et que ça marchera jamais. Mais je trouvais quand même important d'aborder cette question-là avec toi parce que c'est quand même un sujet qu'on retrouve de plus en plus, que j'ai pu voir aussi pas mal au travers des stages que j'ai pu avoir. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens finalement finissent dans ce cas-là et qui se sentent un peu bloqués entre l'envie de faire une bonne action, c'est-à-dire d'accueillir un chien qui vient de ce monde-là et voilà, qu'on a envie d'aider, et en même temps un mode de vie qui n'est pas forcément le plus adapté à ce dont ils ont besoin. Oui, on pourrait peut-être parler d'erreurs de casting. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu cites le problème qui, à mon avis, est un des plus difficiles à régler. Enfin, en tout cas, de mon expérience, mettre un chien qui est extrêmement craintif dans un environnement urbain, très complexe, très stressant. Donc, si c'est quelque chose qui lui fait peur, c'est un des problèmes que je trouve le plus difficile à régler en termes de peur. Et là, on parle d'immersion, c'est-à-dire que l'immersion, elle n'est pas toujours volontaire. Parfois, on ne peut pas y échapper, en fait. Donc là, tu as un chien qui est en immersion constante, quoi, qui doit aller se promener tous les jours dans un environnement qui le stresse énormément. Et il y a des gens qui sont géniaux, qui déplacent des montagnes, qui vont prendre leur voiture 4 fois par jour pour sortir d'une ville comme Paris ou Toulouse, pour aller promener, juste pour faire les besoins, en fait. Donc, c'est faisable, mais dans bien des cas, c'était quand même... en tout cas, dans tous ceux que j'ai pu suivre, c'est quand même difficile. Et là, par exemple, on parlait un peu de médication tout à l'heure. Je pense que déjà, sans ça, ça va être compliqué. Donc, il va falloir vraiment les aider le plus possible, trouver un maximum de béquilles. Ça, c'en est une qui peut être quand même très, très importante, très efficace. Et là, la difficulté, c'est de mettre en place des protocoles de désensibilisation parce qu'en fait, tu as de l'immersion d'un côté. Normalement, quand tu mets en place un protocole de désensibilisation systématique, ton premier objectif, c'est de jamais mettre le chien en situation difficile.
Là, tu peux pas. Donc, c'est assez compliqué à gérer ce genre de problème. Mais je pense que ça en fait, ouvre pas mal de questions et ça met en lumière pas mal de problèmes dans tous ces systèmes d'adoption où on a d'un côté des assos qui font un travail formidable, qui veulent sauver des chiens dans des pays où il y a, comme je disais tout à l'heure, un niveau de soins qui est vraiment très bas. Ils ont des gros problèmes de bien-être. Donc, ils font quand même un travail extraordinaire à vouloir aider tous ces chiens à les sortir de là. Mais derrière, effectivement, c'est difficile d'évaluer les comportements avant les placements, surtout quand tu n'as pas les connaissances ou l'expérience pour faire ça, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens dans ces associations qui n'ont pas des formations en comportement canin, quoi. Bien sûr, ouais. Donc, c'est difficile d'évaluer la capacité d'adaptation du chien, si c'est un chien qui est sociable, si c'est un chien qui est peureux, surtout qu'ils vivent dans un environnement qui est quand même assez simple. Donc les refuges en général, il se passe pas grand chose. Tu peux pas faire beaucoup de tests pour essayer de savoir si le chien il peut être ok. Comment il est, etc. Ouais. Donc bon, faut pas les blâmer parce que je vois beaucoup de gens qui les blâment justement et qui disent ok, mauvais placement, vous faites n'importe quoi, réfléchissez un peu avant de sélectionner les adoptants, etc. Et parfois tu peux avoir des chiens qui en refuge sont super cool, super sociables et tout. Et donc là, je te parle de cas, par exemple, de chiens roumains qui arrivent chez eux en France, dans leur famille d'adoption, et qui sont complètement inhibés, qui sortent pas, qui se cachent en fait sous un canapé ou un truc et qui ne sortent pas pendant des semaines. Alors qu'au refuge, tu avais un comportement qui est totalement différent. Et ça, je l'ai même vu moi-même avec une chienne que j'avais rencontrée dans un refuge en Roumanie, que j'ai suivie derrière. Donc les adoptants m'ont contactée pour un rendez-vous. Et j'aurais pas pu imaginer que cette chienne, elle aurait réagi comme ça, tu vois. Donc c'est très difficile en fait. Mais c'est vrai que je pense qu'il devrait y avoir quelques principes de précaution quand même en fait. Avec certains profils de chiens, parce que tu peux quand même différencier certains profils. Tu le vois quand même au refuge aussi, ceux qui sont ultra craintifs et qui sont cachés dans leur box, ceux qui sont quand même super cool et qui viennent vers toi tout contents. T'as quand même déjà tu peux établir quelques profils et voilà. Et je pense que les environnements urbains, les gens qui sont très sociables et qui aiment beaucoup avoir des invités ou qui ont une grande famille où il y a beaucoup d'enfants, où il y a beaucoup de bruit, en fait, il faudrait quand même essayer de filtrer un petit peu ce genre de profil-là par principe de précaution. Ouais, c'est clair. Écoute, c'est très très clair. C'est trop bien. J'aurais encore 1000 questions, mais le temps tourne. Oui. Il y a un petit sujet dont je voulais parler avec toi, c'est tout ce qui relève de la gestion du regard des autres quand on a un chien qui a peur. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez respecté de manière générale, mais alors ça s'applique à plein de choses, que ce soit quand on a un chien réactif, quand on a un chien qui fait de l'anxiété de séparation, typiquement on en avait parlé avec Anaïs, mais globalement je trouve que c'est très compliqué en fait de se faire respecter des autres quand on dit non en fait mon chien est pas bien, il est pas à l'aise, il a peur, et je trouve ça compliqué. Est-ce que tu aurais des tips, des réflexions sur ce sujet-là? Ouais, alors c'est un truc qui nous met beaucoup en difficulté, même dans des séances où tu as travaillé sur, par exemple, les croisements avec des humains, avec un chien qui a peur des humains, et là, d'un coup, t'as quelqu'un qui débarque, est-ce que je peux le caresser, tout ça. C'est intéressant en plus parce que t'as des réflexions, autant avec des chiens, par exemple, qui sont réactifs, qui aboient, on va souvent mettre ça sur la faute, on va souvent mettre la faute sur le chien, dire, il faut le faire éduquer, il est dangereux, Et avec les chiens qui ont peur, en général, on met ça sur les gens. C'est-à-dire qu'on leur dit « Ah, vous le couvez trop, vous faites ceci, vous faites cela. » C'est assez différent. Je pense que c'est difficile, quoi qu'il en soit, de gérer ce regard, quel que soit le problème. De toute manière, gérer le regard des autres, je pense que c'est quand même quelque chose qui est difficile pour la majorité des gens. Trouver les bons arguments aussi, je pense que la majorité des gens ne savent pas quoi répondre à ce genre d'injonction, va éduquer ton chien, va faire ceci, va faire cela. L'idée, c'est de prévenir, je pense, le plus possible, en fait, quoi, d'essayer d'anticiper, d'essayer d'éviter les situations où tu vas avoir quelqu'un qui va venir s'approcher de ton chien, lui mettre la main dessus. C'est utiliser tout ce qui est canicode, en fait, ça peut fonctionner. T'as même des choses comme des objets comme la muselière qui ont tendance à éloigner les gens, en fait, donc à les garder à une certaine distance.
Mais je pense que ce qu'il faut surtout que les gens se disent, enfin en tout cas moi le message que j'aimerais transmettre surtout aux gens, ceux que je côtoie à travers mes suivis me disent souvent qu'ils culpabilisent en fait, que les gens les font culpabiliser parce que leurs animaux ils ont un problème, parce qu'ils les ont trop couvés, etc. Et que les gens ne comprennent pas et qu'ils se sentent vraiment seuls. Et déjà la première chose que j'aurais envie de dire c'est ne culpabilisez pas parce que dans la majorité des cas c'est pas de votre faute et au contraire c'est pas en couvant que vous avez créé un problème. Et franchement, je leur conseille vraiment de s'orienter vers un professionnel qui va les écouter, qui va les comprendre. Ça va leur faire du bien, en fait, aux gens qui sont dans ce genre de situation. Parfois, tu as certains suivis où tu mets même pas forcément trop de choses en place. Tu es vraiment juste là pour soutenir les gens, pour être un coach, pour dire « mais ça, c'est bien, tu le fais bien ». Voilà, et je pense que ça, il faut vraiment utiliser toutes les communautés. Il faut essayer de trouver du soutien dans des situations comme ça. Ouais, c'est chouette, c'est un beau message. Ouais, c'est un tout petit message, j'en aurais d'autres, hein, mais je pense que ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je vois beaucoup, des gens qui me disent que la pression, le regard des autres, la pression les fait culpabiliser énormément, quoi. Ouais. Enfin, je trouve que c'est un versant hyper important et hyper intéressant aussi de notre métier, qui est d'accompagner les gens et de... au-delà des choses qu'on peut mettre en place pour le chien, etc., il y a vraiment tout ce qui est écoute, accompagnement avec bienveillance et respect qui fait que ça donne encore une dimension encore plus cool à ce métier, je trouve. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est vraiment important. C'est parfois même un peu négligé, je pense. Moi, j'ai fait l'erreur aussi au début où j'avais des suivis et pour moi, j'étais dans un truc assez carré de faut que je donne des protocoles, des exercices. Et au final, avec l'expérience, avec le temps, je suis un peu plus flexible sur ça dans le sens où parfois je sens que c'est pas forcément de ça que les gens ont besoin, mais c'est plus justement de cet accompagnement psychologique et de la présence et de quelqu'un aussi qui, avec des connaissances, des arguments, peut les rassurer, leur expliquer en fait les choses pour qu'ils se sentent mieux par rapport à ce qu'ils vivent, quoi, en fait. Bon, je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir pu côtoyer des chiens des rues, d'en côtoyer dans ton quotidien d'ailleurs? Qu'est-ce qui t'apporte, qu'est-ce qui t'apprennent au quotidien? Bah écoute, ce que ça a changé, clairement, c'est ma vie professionnelle, puisque c'est eux qui m'ont donné envie d'étudier l'éthologie canine, c'est eux qui m'ont quelque part orienté vers ce métier. Donc bon, bah oui, clairement, ça a eu un impact assez important. Ils m'apprennent énormément, en fait, justement, dans mes suivis, toutes les expériences que je peux avoir sur le terrain avec les chiens des rues dans différents pays. On en parlait tout à l'heure, ça me remet toujours un peu en perspective certaines choses, les rapports avec l'humain, l'influence de l'environnement, c'est des choses qui m'ont... Par l'expérience, j'ai énormément appris sur ça, en fait, sur l'influence de différents facteurs sur le comportement du chien. Et puis, globalement, c'est juste un plaisir immense, quoi, en fait. Moi, j'adore. Si je pouvais passer mon temps dans les rues avec les chiens, juste à traîner avec eux et à leur donner des bouts de sandwich et des trucs, je serais la plus heureuse, en fait. Donc, ouais, c'est une source de plaisir, c'est une passion, quoi. Et ce qui me fait d'autant plus plaisir, quand même, aujourd'hui, c'est que, il y a quelques années, surtout quand je vivais en Grèce, tous les chiens que je côtoyais, que j'allais nourrir sur des tournées avec des grosses marmites de pâtes après le boulot. Tous ces chiens-là, j'aurais jamais imaginé qu'en fait, un jour, on puisse dans nos pays s'intéresser à eux et se dire ok, il y a des chiens qui vivent dans des conditions assez difficiles, allez, on les fait venir, quoi. Donc moi, ça me fait plaisir aussi de voir ça et de les aider maintenant qu'ils sont en France et que ça devient d'ailleurs un phénomène assez dingue, mais voilà, ça c'est quelque chose, on va dire, qui me fait vraiment beaucoup plaisir, quoi. C'est chouette. Est-ce que tu as des projets à venir, d'autres voyages prévus ou... Oui, plusieurs voyages de prévus. Je vais retourner en Inde et au Sri Lanka normalement à la fin de l'année. Alors le Sri Lanka, là, vu ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être pas... Ouais, c'est pas confirmé en tout cas. Donc j'ai un projet de recherche aussi, justement, qui est lié, c'est petite exclusivité, mais qui est lié au rapport justement entre les différentes attitudes et la culture des humains sur les chiens des rues. Donc l'influence que ça peut avoir sur les chiens des rues. Donc comme tu peux le voir, c'est un sujet qui
qui me plaît énormément. Je dois finir un projet de recherche aussi pour l'université. Donc voilà, c'est surtout lié à ça. Trop bien. Écoute, on a hâte de voir le résultat de tes recherches. En tout cas, c'est génial, c'est passionnant. Ouais, alors du coup, ça me fait penser parce que j'ai déjà fait une recherche en fait sur l'adaptation des chiens des rues en milieu familial, ouais. qui n'a pas été publiée, mais je vais mettre les résultats sur mon blog quand je trouverai un peu le temps, mais cet été, je pense. Donc, Ok, trop cool. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur la question suivante. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs ? Moi, je place d'ores et déjà, comme ça, juste ton site, ta partie blog, qui est une ressourcerie immense. Merci. Et ensuite, à toi. Oui, alors effectivement, comme je te disais, je lis beaucoup en anglais, donc c'est vrai que moi, mes références, c'est surtout des références qui sont anglaises. Pour ce qui est des chiens des rues, il y a des références. Alors, il y a le bouquin de Coppinger, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment super intéressant sur des premières études qui ont été menées sur les chiens de village, les chiens des rues. C'est vraiment super intéressant. Il y a des tonnes d'études sur le comportement des chiens des rues. Il suffit de taper en anglais Free Ranging Dogs ou Free Roaming Dogs. Donc là, tu peux avoir déjà énormément de ressources. Alors, c'est des articles scientifiques, donc ça implique un peu un jargon. Oui, sinon, il y a un film qui est vraiment chouette que je peux conseiller aux personnes qui s'intéressent à la vie des chiens des rues, qui s'appelle Stray, donc S-T-R-A-Y, qui montre les chiens des rues dans les rues d'Istanbul. Donc j'en ai parlé en plus un petit peu tout à l'heure. Donc ça suit 3 chiens, il me semble, dans les rues d'Istanbul, et c'est vraiment un film qui est super sympa, qui montre bien leur vie dans cet environnement-là, quoi. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des livres que tu voudrais partager, même en anglais ? Oui, alors plus généralement, il y a certains auteurs que je trouve vraiment super, mais là, ça va vraiment plus être général pour réfléchir sur notre rapport avec les chiens. Il y a Patricia McConnell, que j'adore, qui est géniale. Elle a d'ailleurs un blog qui est super, je le conseille vraiment. Encore une fois, c'est en anglais. Mais elle a des réflexions vraiment passionnantes qui du coup, vraiment te mènent vers de nouveaux horizons en termes de connaissances. À chaque fois que je lis un de ses blogs, je vais faire 50 recherches derrière. Et il y a un livre, il est pas tout récent, mais je pense qu'il est quand même encore assez d'actualité, qui s'appelle The Other End of the Leash. Ok. Voilà, et de Patricia McConnell, et qui nous fait aussi réfléchir beaucoup à nos relations avec les chiens. Voilà, j'en ai énormément des livres à conseiller, mais on va dire que ça peut être sympa pour avoir une courte liste de références, quoi. Écoute, sur mon site, je pense que c'est la meilleure, sur mon site, voxcanis.fr, sur ma page Facebook, où je mets beaucoup d'articles assez fréquemment. Ces articles, on peut les retrouver généralement en version plus complète sur mon blog. Donc, en fait, j'ai raccourci un peu pour Facebook. Et puis, tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Ça marche. Trop cool. Merci beaucoup, Géraldine. C'était vraiment passionnant. Je crois que j'ai encore 1000 questions que je pourrais te poser, mais il faut s'arrêter là. Donc, merci beaucoup pour ce chouette moment. Et puis, à tout bientôt. Belle réussite dans tes projets. Merci à toi. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi, et bonne réussite à tes projets, à toi aussi. Merci beaucoup. Salut. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Géraldine et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @voxcanis et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!